France Inter. Je peux goûter comme ça ? Oui, bien sûr. C'est bon. Alors on est en Bretagne, on cultive des théiers et également on va jusqu'au bout de la transformation. Un peu comme un vigneron qui fait son propre produit. Donc ça a un sens d'arriver vraiment vers un produit final qu'on présente à nos clients. On a également des activités d'agrotourisme parce que le thé reste mal connu en France. Donc on fait visiter notre jardin de thé. Nous on veut faire découvrir aux gens ce qu'est un produit de terroir. On fait des produits aussi monocultivars, l'équivalent de vin monocépage en fait. Et on leur montre aussi la beauté de cette plante. Le théier, c'est une plante qui est magnifique, qui est très attachante. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster un Tea Time Made in France. Ça fait beaucoup d'anglicisme pour raconter un succès bien français. Oui, car on savait notre pays amoureux du thé, avec de nombreux amateurs français de grands crus en provenance de Chine, de Taïwan ou du Japon. Mais on ne connaissait pas vraiment la France productrice de thé. En Bretagne, dans le Massif central, dans les Pyrénées, au Pays Basque, des plantations de théiers sans racines, avec à la clé une nouvelle génération de thé de terroir en circuit court. Le thé Made in France est-il une filière d'avenir ? Comment il compose avec le dérèglement climatique ? Et au fait, comment ça se passe dans la tasse ? On va en parler et on va surtout goûter d'excellent thé avec notre spécialiste du thé, Lydia Gauthier. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à ce micro. C'est pas la première fois, Vous êtes venu nous parler déjà thé vert. Oui. On a fait une leçon d'infusion. Le thé durable aussi. Le thé durable, absolument. Vous sourcez, vous commercialisez les meilleurs crus de thé en Asie, mais aussi en Europe. Et vous produisez même, on va le voir, chère Lydia, votre propre thé sur des terres familiales en Corrèze. Vous allez nous raconter cette étonnante aventure. En tout cas, on peut parler d'une belle success story à la française, ce thé. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut essayer de comprendre pourquoi il y a cet engouement pour la production française. Donc, les productions françaises ont débuté dans les années 2000 et Filleul d'Effet fait partie des pionniers. Eh bien, on va le voir, Filleul d'Effet fait partie des pionniers, car je vais vous emmener sur le terrain à la rencontre des pionniers de la culture du thé en France. Denis Mazerolles et Wenze, sa femme d'origine chinoise, ont une plantation de thé dans la vallée du Blavet, près de Lorient, où ils produisent des thés de grande qualité. On va y aller ensemble et vous allez même infuser un de leurs crus. Ça va vraiment être une belle expérience gastronomique. Avec nous également tout au long de cette émission, Elvira Masson et Jean-Mata Christol. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes et tous. Au menu, Elvira. Une recette pour enfants, pleine d'amour et de thé. Ah, génial. Jean. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question suivante. Le thé est-il une épice comme les autres ? Intéressant. Résolution de l'énigme dans le courant de cette émission. N'hésitez pas à intervenir. Dans cette émission en direct sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com et sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. On va déguster sur les ondes, mais aussi on va déguster en ligne. Pour tous les contenus de l'émission, podcast, adresse, recette, franceinter.fr à la page On va déguster. France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry. Juste avant de parler de thé avec vous, notamment Lydia Gauthier, je voudrais vous signaler 2 événements gastronomiques qui se déroulent ce week-end. L'un à Paris, l'autre sur la Côte d'Azur. Alors à Paris, c'est en ce moment la 10e édition de Sous les pavés la vigne. J'aime beaucoup cet événement qui a lieu depuis hier samedi et jusqu'à demain soir à la Bellevilloise. Formidable lieu. Ah ouais, dans culturel, le 20e arrondissement. Festif. Lieu très effervescent, effectivement, dans le 20e arrondissement de la capitale. Et 10e édition oblige, le programme de Sous les pavés la vigne, concocté par Antonin, Yomi, Amounette et Guy et ses équipes, est particulièrement goulayant. Plus de 60 exposants spécialisés dans les vins bio et naturels de France, d'Italie, d'Autriche, de Hongrie, de Géorgie, d'Arménie, du Chili. Il n'y a pas encore de thé, mais par contre, il y a aussi des spiritueux, des cofermentations, du cidre, de la pierre artisanale. Il y a une dizaine d'auteurs et d'autrices en dédicace. Et il y a aussi, alors, un événement qui m'a fait bien marrer à 15h, un match, attention, écoutez bien, de catch-vist. C'est 2 excellents cavistes qui vont s'affronter avec masque de catcheur mexicain lors d'un combat dont l'enjeu est de servir la meilleure bouteille possible au public. Sympa, non ? Ils combattent sobre ou... Alors ça, j'ai pas la réponse à votre question, Jean. Très bonne question. Mais en tout cas, c'est à 15h à la Bellevilloise tout à l'heure. Sous les pavés, la vigne. À Paris donc jusqu'à demain lundi. Et le deuxième événement que je vous recommande se passe cette fois-ci à Saint-Tropez. Depuis hier samedi et jusqu'à demain lundi également. Oui, car le
port huppé du Var n'est pas seulement synonyme de yacht pour ultra riches et de douches de champagne sur les plages de Ramatuelle. C'est aussi le lieu d'un rendez-vous annuel de la gastronomie baptisé Les Chefs Fêtent les Producteurs, avec, tenez-vous bien, un marché d'une centaine d'excellents producteurs et de nombreuses démonstrations culinaires assurées cette année par une très belle brochette de grands chefs, du local de l'étape Arnaud Donquel évidemment, 3 étoiles à la Vague d'Or à Saint-Tropez, c'est certainement l'un des chefs ou le chef le plus talentueux de France, jusqu'au meilleur ouvrier de France Éric Fréchon, en passant par Guillaume Gomez, Pierre Hermé, Stéphanie Lequelec, l'ancien top chef Mallory Gabzi, et de nombreuses autres personnalités. Au programme notamment, là aussi, un événement qui m'a bien amusé, c'était, je crois que c'est cet après-midi, une battle d'artichauts barigoules. Pourquoi pas, cette recette provençale emblématique à base de ces petits artichauts violets qu'on aime tant. Banquet de producteurs et j'en passe, bref, il y en aura pour tous les goûts. Les chefs fêtent les producteurs. Ça se passe à Saint-Tropez et cette 4e édition est parrainée par le grand chef Gérald Paseda. 3 étoiles Michelin à Marseille. Toutes les infos sont à retrouver sur la page internet de notre émission. Tiens, on entend l'eau qui chauffe. Et bien justement, c'est l'appel du thé qui va être versé bientôt dans nos tasses par Lydia Gauthier. À la manœuvre pour infuser et diffuser cette émission. Laurent Thomas, Guillaume Roux, Fabrice Rivaud. Et ben dans un instant, attention, immersion sonore dans un endroit incroyable. La plantation pionnière du thé en Europe, un petit Éden agroécologique situé dans le Morbihan, en Bretagne. On retrouve notre reportage juste après Meilleur, le nouveau titre de Laurent Barden, Tigre d'eau douce et Jeanne Haddad. On va déguster à l'heure du thé sur France Inter. On va déguster. Denis Mazerolle, gérant des plantations de thé de la Filleule des Fées, qui sont situées en partie à Languidic, donc à peu près à 30 km de Lorient, dans la vallée du Blavet. Le Blavet est une rivière qui a été canalisée sous Napoléon III. Elle a un cours paisible, les promeneurs peuvent se déplacer le long du chemin de halage, et donc nos théiers sont cultivés sur les pentes de cette vallée. Et on a surtout une
une hygrométrie au fond de la vallée qui est vraiment très intéressante pour le théier. Vous m'emmenez voir ça de plus près ? Et ben on y va. Il y a même eu des projets ambitieux de culture de théier en Bretagne, racontez-moi. Oui, donc le botaniste Guillemin a été mandaté par le roi Louis-Philippe en 1838 pour faire une mission au Brésil pour évaluer la possibilité de cultiver du thé en France. Pour l'anecdote, le Brésil a été un producteur de thé important jusqu'à l'abolition de l'esclavage à la fin du 19e siècle. Et les plantations de thé n'étaient plus rentables après l'abolition de l'esclavage. Donc le Brésil s'est concentré sur le café après. Donc Guillemin est revenu avec 3000 théiers du Brésil et a considéré que la Bretagne était le lieu le plus propice pour démarrer des expérimentations de culture du théier. Donc il y a certainement eu des théiers du Brésil qui ont été plantés en Bretagne en 1840 à peu près. Malheureusement, Guillemin est mort assez peu de temps après avoir fini sa mission. Voilà, on n'a plus de traces du projet après cette époque. Dommage. Oui, mais voilà, on essaye de reprendre dignement le flambeau, hein. Plus de 150 ans après. Hein. Pour ceux qui ne se figurent pas cette plante, comment on pourrait la décrire botaniquement ? C'est un arbuste à feuilles persistantes qui supporte très bien la taille. En fait, c'est proche des autres camélias, sauf que la feuille est plus mince et plus tendre en fait. Hein. C'est de la famille des camélias. C'est la famille des camélias, absolument. Elle va nécessiter un peu plus de soins, notamment au démarrage, parce qu'elle a besoin d'une hygrométrie plus importante. Quand je dis hygrométrie, c'est vraiment le taux d'humidité dans l'air en fait. Hein. C'est pas forcément les arrosages, mais ça a besoin d'être un peu protégé, notamment des vents desséchants, pour pouvoir bien démarrer. Après, c'est des plantes qui sont extrêmement robustes. Une fois qu'elles sont enracinées, peuvent être là pour plusieurs siècles, en fait. Quel panorama! Donc ici, on est à notre espace dégustation, qui est ouvert l'été, et on est en surplomb des rangs de théiers. C'est votre femme, vous pouvez me la présenter? Voilà, donc Wedza. Bonjour. Enchanté. Enchanté, merci pour votre accueil. Avec plaisir. Vous êtes originaire de Chine? Oui, la Chine continentale. Alors on voit des jacinthes des bois là, c'est des jolies fleurs. Ah, joli. C'est la fleur qui annonce le début des plantations en fait chez nous. On s'aperçoit que ça coïncide toujours. La jacinthe des bois, de couleur violette, ouais. Ah oui. Ah ben voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle le cultivar Quimper. Donc il a été taillé, ça va stimuler la repousse. Le cultivar comment? Quimper. Ça ce sont des théiers qu'on a trouvés à Quimper et qu'on a reproduits, qui sont très adaptés en Bretagne et qui sont très bien pour faire du thé blanc ou du thé noir. Nous, ce qu'on récolte, en fait, c'est ça. Hein. C'est un bourgeon plus une ou deux feuilles. Et là, la deuxième feuille est tendre, donc on cueille également la deuxième feuille. Et on laisse sur une belle feuille, parce qu'après, le théier va repartir à l'aisselle de la feuille. Il y a un mini bourgeon axillaire là, qui va redémarrer une fois qu'on aura cueilli. Et le fait de cueillir stimule la pousse. C'est pour ça que je dis que le théier est généreux. C'est qu'en fait, plus on le cueille, plus il va redonner de pousse après. Donc ça veut dire que vous pouvez repasser combien de fois par saison sur un plant de théier? Une dizaine de fois facilement. Et là, ça va se passer sur quelle période? On va démarrer fin avril et ça peut se prolonger jusqu'à octobre. Ça dépend chaque année est différente. Quand le théier Camellia sinensis, pour les amateurs de noms latins, s'épanouit en Bretagne, dans le Morbihan, au bord de la rivière Blavet, grâce à Denis Mazerolles et sa femme Wenze, d'origine chinoise, qui l'ont planté en 2006. Vous connaissez bien ce jardin de thé, Lydia Gauthier? Bien sûr, j'y suis allée et c'est un endroit magnifique. C'est un endroit avec vraiment des ondes spectaculairement alignées, j'ai envie de dire. Des ondes bienveillantes et sereines. Oui, c'est vraiment un endroit tout à fait zen. Au-delà de cette plantation pionnière qui se situe donc dans le Morbihan, de nombreux projets ont éclos dans différents terroirs français. Lydia Gauthier, pourriez-vous nous dresser le panorama de cette nouvelle théiculture hexagonale? Oui, et comprendre aussi pourquoi il y a cet engouement pour la production française de thé. Alors en France métropolitaine, ça a débuté dans les années 2000. Il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, depuis plus de 50 ans, on cultive déjà du thé. Vous faites bien de nous le préciser parce que là, ça a pas mal réagi en effet sur nos réseaux sociaux. Les auditeurs réagissent en masse, à compter, parmi lesquels Thierry Kasprowitz. Ah bah notre ami. Notre ami journaliste gastronomique qui vit à la Réunion et qui nous écrit « Ça a beau être la France lointaine, on y fait du thé depuis les années 50 ». Je voulais parler de théiculture, effectivement, j'aurais dû le préciser. Dans la France métropolitaine, à la Réunion, ils ne nous ont pas attendus. Ça fait effectivement un demi-siècle qu'il y a un thé tout à fait intéressant. Alors,
comprendre pourquoi il y a eu ce renouveau cet engouement pour la production, je pense que c'est dû à un renouveau de la consommation du thé français en France dans les années 80, avec notamment la naissance de grandes marques comme Mariage Frères ou Palais d'été, qui ont vraiment contribué à faire découvrir des thés de qualité, des grands crus. Et cela s'est traduit par des initiatives sur la production de thé en France, avec des passionnés, des pionniers, qui font émerger une production française qui s'inspire vraiment des savoir-faire ancestraux d'Asie, mais sans le carcan des traditions. Et c'est ça qui est intéressant. Avec plus de liberté, vous voulez dire ? Plus de créativité, d'innovation, de créativité autour de cette filière. Et on peut vraiment parler d'une filière, puisqu'on a maintenant ces producteurs, ces transformateurs qui sont les tea makers, et ces consommateurs. Ça représente à peu près combien de projets en France ? Et dans quel terroir en particulier ? Alors, comme vous l'avez dit et comme Denis l'a précisé, le thé est un camélia, et les camélias aiment les terres acides. Donc, on l'a précisé, on va le retrouver dans 3 grandes régions géographiques, les Pyrénées, le Massif central et la Bretagne. Oui. Et on pense qu'actuellement, il y a une 40aine de producteurs de thé français, avec des exploitations qui vont d'une centaine de théiers à plus de 30 000 théiers. Oui. Le rendement en pleine production est autour de 300 kilos à l'hectare. Par comparatif, quand on est en Asie, sur des grands crus, on va être plutôt à 600 kilos à l'hectare. Attendez, et sur des thés industriels, plus de 3000 kilos à l'hectare. Donc on est sur des rendements assez faibles en France. Assez faibles. Ce qui rend, j'imagine, évidemment, le coût de production important. Oui. Et le prix final pour le consommateur aussi. Oui. Sachant que pour l'instant, la cueillette et la manufacture, la transformation de la feuille sont manuelles. Donc effectivement, ça fait augmenter le coût de production. Le théier pousse sous notre climat tempéré, mais a besoin de 3 ans pour s'acclimater et ne peut pas être récolté. Et il va être en pleine production à partir de sa 6e année. Donc je dirais que pour cultiver en France métropolitaine, il faut de la patience, de la motivation et beaucoup de... Et je trouve qu'on a vraiment ça avec les producteurs, beaucoup d'enthousiasme et d'idées. Et il y a beaucoup de solidarité entre les différents théiculteurs qui sont apparus dans les différents terroirs français. Il y a d'ailleurs une association nationale pour la valorisation des producteurs de thé français qui recense une 40aine de projets et de plantations. C'est assez intéressant de voir cette effervescence et cette dynamique. Oui, bien sûr, oui. Il y a cette association qui est importante et au-dessus, il y a aussi le Tea Grown in Europe qui est une association européenne. Donc il y a vraiment un échange. Qui a d'ailleurs été fondée par le pionnier Denis Mazerolles qu'on entendait dans notre reportage et qu'on va retrouver. Vous avez tout à fait raison. Et cette association permet aussi de nombreux échanges au niveau international, au niveau européen. Tea Grown in Europe, c'est une association au niveau européen qui recense 19 théiculteurs d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suisse et d'Ukraine. Ouais. Donc tout à fait intéressant et visiblement certains thés français, pour revenir à nos thés métropolitains, sont même distingués sur la scène internationale, et c'est-à-dire que il y a un avenir pour ces thés français et qu'ils sont en train de se faire remarquer en termes de qualité. Oui, parce que le parti pris des producteurs de cette filière a été dès le début de vraiment travailler sur ce qu'on appelle des thés de spécialité, des thés de qualité. Il y a aussi toute une agriculture raisonnée, donc il y a aussi un effort qui a été fait. Et la majorité des producteurs vont d'ailleurs vers une labellisation bio. Donc ça aussi, c'est un parti pris fort de cette filière émergente. Et moi, je vois dans ma boutique en ligne, j'ai des commandes même de consommateurs de pays traditionnellement producteurs et consommateurs comme le Japon, comme Taïwan, où les consommateurs qui ont l'habitude de consommer leur propre thé sont vraiment très intéressés par ce que font les Français. C'est alors des buveurs de thé japonais qui achètent du thé français, du thé made in France à Lydia Gauthier, puisque vous avez été l'une des toutes premières à inventorier, à recenser ces thés français. On va même voir que vous-même, vous produisez votre propre thé que vous allez nous faire goûter en Corrèze. Et puis pour toutes les questions climatiques qu'on peut se poser au sujet de la théiculture en France, évidemment, on y répondra dans le courant, bien évidemment, de cette émission. Mais je vous propose de retrouver Denis Mazerolles et sa femme Wenze pour, attention, la toute première cueillette de ces feuilles tendres, vertes, que j'ai eu la chance de vraiment de ramasser avec eux. On est au cœur de leur plantation de thé dans le Morbihan, un petit écosystème que Denis Mazerolles définit comme un jardin de thé semi-sauvage
au caractère breton. Vous conduisez une culture totalement naturelle ? Voilà, donc nous on est certifié bio, mais surtout on est très éco-responsable dans notre façon de cultiver. En fait, un théier, c'est un vrai zoo où les niches écologiques sont toutes peuplées. Donc on voit des pucerons, des araignées qui s'en occupent, des coccinelles, différents types d'insectes, etc. Donc il y a beaucoup de vie dans nos théiers. Mais c'est ça qui fait qu'il y a finalement un équilibre écologique qui se crée et que on n'a pas de ravageurs qui compromettent la production. En fait, on a toujours une belle production. On sent qu'il y a de la vie partout, là. On entend Voilà, les oiseaux. c'est ça. Vous avez même des arbres, Oui. comme si on était en Voilà. pleine agroforesterie. Dans toutes nos plantations, on plante des arbres donc pour avoir plus de diversité génétique et également amener un petit peu d'ombre à certains endroits. Ça coupe aussi les vents, donc ça a vraiment de gros avantages de planter des arbres. Votre femme est munie d'un petit panier. Voilà, ma femme va faire une petite cueillette spéciale. J'ai pensé préparer un peu de thé fraîche. De feuilles fraîches. Après, donc la feuille, elle n'est pas aromatique en elle-même. C'est pas comme les feuilles de thym où on a des huiles essentielles qui amènent tout de suite un fort parfum. Il faudra torturer un peu la feuille avant de l'infuser, en fait. Magnifique, vous allez me montrer ça. Voilà, donc là, vous voyez, la pousse vient de sortir. Là, donc on voit, il y a ce qu'on appelle le bourgeon. Qui est au Et milieu. là, on va prendre la feuille attenante et on arrache d'un coup sec la tige qui est très tendre. Hein. Il ne faut pas mettre les ongles, hein. On tire d'un coup sec. Voilà. Et alors, il y a une très légère odeur qui apparaît quand on cueille. Il y a le bruit aussi de la jeune feuille qu'on cueille. Puis on a la sensation de la tendreté de la tige. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il faut tirer un peu trop fort, on sent que ça va pas. Comme on cueille à la main, en une journée de travail, un bon cueilleur va cueillir peut-être 4 kilos de feuilles fraîches, ce qui va faire 1 kilo de thé sec à la fin. Donc là, on a une belle grosse poignée de feuilles tendres. Je fais le roulage. On écrase les feuilles tout en les torsadant un petit peu. Dans les mains. Dans les mains. Alors là, vous mettez ces feuilles triturées dans une théière transparente. On va mettre de l'eau à 90 degrés à peu près. Normalement, le thé vert s'infuse à des températures plus basses, de l'ordre de 60-70 degrés. Mais quand on a comme ça des feuilles fraîches, il faut plutôt aller vers des températures assez élevées et des temps d'infusion assez importants. Sinon, on ne sort pas grand-chose au niveau des arômes. Il y a une couleur vert acide incroyable. Oui, un peu flashy, oui. Implanter du thé à un moment où le climat est en train de changer, est-ce bien raisonnable ? La crainte est plutôt l'accentuation du contraste pluviométrique entre l'hiver et l'été. On aurait peut-être moins de précipitations l'été, ce qui effectivement pourrait nous pénaliser pour le thé. Ça limitera sans doute la production de l'été. Mais si on peut avoir une bonne production au printemps et à l'automne, on s'en contentera. C'est le genre d'infusion qu'on ne peut faire vraiment que dans les jardins de thé. Donc là, on a vraiment ce côté un peu fruit cru, un petit peu d'astringence aussi. C'est l'odeur qu'on retrouve en fait quand on cueille le thé. C'est bon. La Il y a texture, aussi du gras. c'est un peu une caractéristique de notre thé qui est combinée à l'eau qu'on utilise aussi. L'eau est très importante pour le thé, donc il faut utiliser une eau qui n'est pas trop calcaire et qui est peu minérale. Et donc effectivement, on a une texture qui est assez onctueuse en fait, qu'on retrouve un peu dans tous nos thés. Mais je trouve, moi, qu'on a les prémices du thé vert quand même. Oui, c'est ça, c'est les prémices du thé vert. Le fait de le fixer, ça va effectivement donner ce parfum plus végétal, plus ce gazon. Et c'est bourré de nutriments, cette infusion de feuilles fraîches. Moins la feuille est transformée, en fait, plus elle est riche en antioxydants. Merci. Grand plaisir de vous raconter un peu notre histoire de jardin et notre jardin actuel. Quelle découverte gustative. C'est la première fois, Lydia Gauthier, que j'avais la chance de goûter une infusion de feuilles fraîches de théier. Ah oui, ça c'est génial et effectivement c'est que dans les zones de production. Et alors, du côté de Filleul des Fées, ils transforment évidemment leur thé et ils font notamment un thé noir que vous êtes en train d'infuser. Oui, le thé noir breton est en cours d'infusion, Lydia Gauthier. Vous l'avez versé dans nos tasses. Dégustation. Jean a levé la main. Jean. Je dirais qu'il y a très peu d'astringence par rapport à des thés noirs
on va dire, industriel ou semi-industriel, où ça marque tout de suite, ça fait resserrer les gencives. Là, je trouve qu'il y a peu d'astringence, c'est très plaisant, c'est très agréable. Il y a même une texture veloutée très intéressante, Elvira. Oui, c'est très fin, c'est presque soyeux, ce qui est paradoxal pour un thé. Oui. Des tanins très souples. Hein. Oui, tout à fait. Et je dirais que c'est ce qui caractérise alors les thés de Filleul des Fées, mais aussi les thés de cette filière française de qualité, avec très peu d'astringence et d'amertume, beaucoup de soyeux, de fraîcheur. En plus, là, on est sur un thé de printemps, on est sur un thé du mois de mai, mais qui a 1 an, donc il a très bien maturé. Et ce sont des thés endurants aussi. Là, je l'ai laissé infuser une fois, mais on pourrait le faire infuser plusieurs fois jusqu'à épuisement de ses arômes. Il a une jolie couleur ambrée et ses arômes, vous en parliez, on peut y distinguer des fruits exotiques, peut-être aussi une petite note de litchi. Litchi, il y a un côté un peu boisé, un côté effectivement fruité fleuri, je dirais. Rappelez-nous, Lydia Gauthier, comment on obtient un thé noir? Quelle est sa définition? Alors, le théier a des feuilles vertes. Et en fait, comme on le voit à l'automne, les feuilles vont s'oxyder, elles changent de couleur, elles brunissent. Et en fait, le thé noir, c'est un thé qui est totalement oxydé. Donc on a fait, sauf que c'est un process qui est contrôlé par le transformateur, le tea maker, qui va justement travailler la feuille pour obtenir cette oxydation totale et ce brunissement de la feuille. Et ils m'ont fait goûter une version torréfiée de ce thé noir qui développait dans la tasse des arômes torréfiés justement, légèrement fumés, caramélisés, fumés en pyromatique. Oui. C'est une autre manière de travailler le thé noir. Là, c'est un thé qui n'est pas torréfié, donc on a plutôt la fraîcheur du thé qui va être mise en avant et c'est notes fleuries et fruitées qui sont caractéristiques. Mais torréfié ne veut pas dire fumé, parce que Marion nous écrit, existe-t-il des thés fumés en France avec un goût fumé? C'est pas la même chose, on est d'accord? Lydia Gauthier. Alors non, c'est pas du tout la même chose, puisque les thés fumés, alors c'est une tradition chinoise de fumer le thé avec du bois de résineux. On aime beaucoup en France, effectivement, cette note fumée qui peut être travaillée aussi en cuisine. Absolument. On verra ça tout à l'heure. On va voir ça avec Jean. Même dans quelques secondes, j'ai envie de dire. Et effectivement, moi j'ai un thé que je fume moi-même avec du bois de hêtre, donc c'est pas du tout le même process de fumage que le bois de résineux, c'est plus doux, qui s'appelle smoke tea. Mais attendez, c'est pas le thé que vous allez nous faire goûter. Vous êtes en train de tout divulgacher, Lydia Gauthier. Non, c'est pas celui-là que je vais vous faire goûter. Parce que Lydia Gauthier va nous faire goûter le thé de sa propre production, ça se passe dans le Massif Central. Oui. On va voir ça dans un instant, mais pour l'heure, si on cuisinait le thé justement avec Jean-Baptiste Christol. France Inter. On va déguster. Le thé est-il une épice comme les autres, Jean-Baptiste Christol? Vous tentez de résoudre cette énigme culinaire pour nous? Alors, je commencerai par un propos d'Harold McGee qui écrit ceci, je cite, « La popularité du thé et du café vient de la même origine que celle des herbes aromatiques ou des épices. Les matériaux biologiques qui en sont à l'origine sont saturés de défenses chimiques que nous avons appris à diluer, modifier et aimer. » Fin de citation. Bien sûr, c'est le point de vue d'un chimiste qui met sur le même plan la capsaïcine du piment, le gingérol du gingembre ou la caféine du thé. Mais la question se pose, de la même façon qu'on peut infuser des épices en boisson chaude, qu'est-ce qui se passe si on cuisine le thé comme une épice? Je sens, Jean, que c'est le moment où vous allez nous parler des acides théaflaviques et théaflagalines. Non, pas du tout. Très bien, voilà, je voulais faire mon malin. Je ne suis qu'un cuisinier et j'ai une approche beaucoup plus élémentaire. Si l'on part du principe que les plus grands buveurs de thé s'en servent aussi comme d'une épice, on devrait retrouver de nombreuses recettes. Or, malgré un canard fumé aux feuilles de thé et aux bois de camphrier dans le Sichuan, ou les célèbres œufs au thé noir de la province de Zhejiang, il faut admettre que le thé reste principalement une boisson en Chine, qui n'est d'ailleurs pas bu pendant les repas, mais plutôt à la fin, ou plus généralement tout au long de la journée. D'ailleurs, même si l'idée d'accorder des plats avec des thés fait son chemin depuis des années dans la cuisine occidentale, en raison peut-être de la présence de tanins dans le thé, qui lui donne, comme au vin rouge, une sensation d'amertume ou d'astringence, elle n'est populaire que depuis 15-20 ans, notamment grâce au travail d'Adeline Grattard. Et oui, alors là, vous évoquez une super adresse dans le premier arrondissement de Paris, dans le quartier des Halles, Yamcha. Absolument. Dans la cuisine indienne, le thé est également principalement considéré comme une boisson qu'on retrouve dans de nombreuses variantes à base de lait sucré, notamment le très populaire chai masala, qui a connu son heure de gloire en Occident, avant de se faire remplacer par le bubble tea, l'inspiration coréenne. Il nous faudra encore beaucoup parler de la cuisine anglaise, mais parler de cuisine anglaise sur Inter, c'est un cas beaucoup trop épineux pour on va déguster, et on laissera donc non, on adore. À affaire sensible. Attendez, vous osez dire ça en présence de la plus anglophile de nos chroniqueuses, qui n'est autre qu'Elvira Masson, Jean. On s'arrangera hors antenne, il y a des choses à sauver. Oui, ça. Il me semblait quand même, on s'égare un peu là, parce qu'au départ, on devait parler de solubilité des
les arômes du thé. Absolument, parce qu'une fois que j'ai éliminé la théorie « les buveurs de thé doivent sans doute le cuisiner aussi », je me suis mis en cuisine avec l'idée de tester si les arômes du thé étaient seulement hydrosolubles, c'est le cas quand on le fait infuser dans de l'eau donc, ou s'ils étaient également liposolubles, c'est-à-dire qu'ils se développeraient également dans la matière grasse. On va voir ça ensemble. Pour ce qui est des accords entre les différents thés et les différents aliments, voilà comment j'ai synthétisé de la sorte au cours de mes lectures. Donc pour la cuisine, privilégier les thés noirs, fumés et au jasmin pour les produits de la mer, le porc et le gibier. Les thés noirs et verts pour la volaille, les thés noirs pour le bœuf et l'agneau. Et pour la pâtisserie, tournez-vous plutôt vers les thés aromatisés pour équilibrer les desserts aux fruits. Les thés floraux comme le thé blanc et complexes comme les oolongs pour les préparations riches en œufs, crème et lait, donc type crème anglaise ou crème brûlée. Et enfin, les thés noirs et puissants ou les thés verts marqués pour les gâteaux à pâte battue, c'est-à-dire les biscuits denses et spongieux. Voilà. Après, il y a encore les thés russes et les thés chinois pour aller avec le chocolat, et également les thés blancs et verts subtils pour les entremets riches et crémeux. Voilà un petit peu la généalogie des thés en cuisine et en pâtisserie. Je parle sous le haut patronage de Ça va à peu Superbe près, résumé. Oui, c'est vrai. Ah oui. Bon, Oui. tant mieux. Alors maintenant, côté recettes, allons-y, je suis venu avec 2 recettes inspirées d'ailleurs, où j'ai mêlé du thé fumé à du porc, en passant par une infusion dans un liquide à base d'eau, et du thé vert à de la pâtisserie, en passant par une infusion dans de la matière grasse. Et moi, j'ai goûté ce porc Alors allons-y avec une pour sauce. le porc. C'est délicieux. Ouais. Donc c'est du filet Des notes mignon. caramélisées. Ah ouais, Je c'est rappelle bon. que le filet mignon, on n'est plus obligé de le cuire à cœur, il peut être légèrement rosé. Une fois que le filet mignon est coloré de toutes parts, on rajoute du vinaigre, de la sauce soja, du miel, histoire de déglacer les sucs de cuisson. On met une belle cuillère à soupe de thé fumé. Ah ouais. On laisse bouillir un même tout la petit poêle. peu. Ouais, directement dans la poêle. On peut faire une infusion à part et en fait, quand je l'ai refait hier, je me suis rendu compte que ça pouvait passer directement à la poêle. On fait bouillir une petite minute, histoire que ce soit pas trop amer. On filtre et après on fait réduire et on va laquer ça sur le filet mignon une fois qu'on leur aura remis un petit peu au Ah, four. on filtre, donc on enlève les feuilles de thé, On enlève les feuilles on de réduit. thé. On fait réduire un tout petit peu puisque le miel va épaissir un petit peu la préparation, ça va laquer, ça va faire comme une laque. Il y a une note, il y a Voilà. une texture sirupeuse et il y a surtout un peu ce fumé. goût. Il y a ce goût un peu tannique et fumé qui est très intéressant et qui délicieux. apporte beaucoup de relief à la sauce. Et qui se font, je trouve, Lydia au miel Gauthier. et justement au déglaçage. Mhm. Ça apporte de la matière, de la consistance et j'ai adoré aussi le contraste entre la peau justement qui est caramélisée avec cette note fumée et le cœur qui est hyper tendre. Alors, juste Bon, c'est notre prof de cuisine en même temps. On attaque les sols. du Lydia. coup, un C'est tout petit peu de délicieux. méthode. Quand on fait on marque des viandes comme ça à la poêle, on les finit au four. Et après, il faut que les viandes reposent très légèrement pour avoir quelque chose qui tienne bien la route. Voilà, ça c'était ma première recette. Bravo, ma deuxième réussite. recette, c'est un cake au thé vert. Donc c'est un mélange de genmaicha et de matcha. Ouais. Donc le genmaicha, je rappelle, ou j'apprends à ceux qui ne le savent pas, que c'est un thé dans lequel on va avoir du riz grillé. Donc c'est du thé vert avec du riz grillé et le matcha en revanche c'est Et qui apporte un peu un petit goût, pardon, mais même si c'est du riz et pas du maïs, mais un petit goût popcorn en fait. Ouais. Oui, ouais. Il y a ça, puis il y a la torréfaction du sésame également, parce que j'ai mis du sésame dans mon cake. Alors un point de méthode, on fait un beurre noisette. Donc un beurre noisette, c'est quand on fait caraméliser le lactose qui est dans le beurre, on le pousse un petit peu en cuisson. En dehors du feu, j'ai fait infuser tous mes mélanges de thé et ensuite j'ai laissé complètement refroidir avant de mixer. Donc là, on mange le thé directement dans le gâteau. J'ai mixé avec de l'huile de sésame pour augmenter un petit peu la matière grasse, parce que quand on fait du beurre noisette, il y a une partie de la matière qu'on perd. Voilà. Après, c'est un gâteau comme il y en a tant d'autres. Le détail de la recette sera sur le site internet. C'est une vraie réussite ce gâteau. Comme il y en a tant d'autres, il est super bon surtout quand même. Bah oui, Ouais. j'espère bien. Il y a du Non, boulot. non, il est vraiment délicieux avec des notes aussi grillées de sésame qui répondent bien justement à ces notes grillées de genmaicha. Oui. C'est une réussite, hein. Ouais, c'est une réussite. Et puis on a la structure tannique quand même, mais fraîche du thé vert, et qui est en contraste avec justement le sésame et puis le riz grillé. Et la texture aussi est très agréable, moelleuse Il y a très Délicieux peu aussi. de matière grasse. Vous verrez Ouais. en lisant la recette. et très peu sucré aussi, j'aime bien. Le thé est comme une épice dans le registre salé, aussi bien que sucré.
Beautiful People, le nouveau titre de The Black Keys. Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster. Du thé cultivé et transformé en France, en Bretagne, dans le Massif central, dans les Pyrénées, en Corrèze. On va le voir dans un instant, on parle de cette passionnante filière hexagonale avec Lydia Gauthier, notre experte du thé. Nous sommes en direct et c'est vrai que il y a beaucoup de questions d'auditeurs, beaucoup d'interrogations même. Certains sont même un peu suspicieux, j'ai envie de dire, autour de cette réalité qu'ils trouvent un peu contre-intuitive. En effet, Camellia sinensis, c'est le nom latin du théier, est une plante de climat tropical ou subtropical. Et certains nous demandent, à l'heure où la ressource eau est en danger et se raréfie, n'est-ce pas un peu paradoxal de planter du thé en France? C'est vrai que c'est une question, avec le dérèglement climatique. C'est effectivement une question. Et il y a une réponse. Oui. Donc, le thé est une plante rustique. Donc, on a vu qu'après 3 premières années d'implantation qui sont cruciales pour le théier, et pendant ces 3 années, on ne va pas le récolter. Une fois qu'il est implanté, il a un enracinement assez profond pour aller puiser ses ressources dans la terre. Et il n'a pas besoin d'être arrosé. Donc c'est une plante autonome et rustique. C'est une plante autonome et rustique qui va bien sûr pousser de manière plus lente sous nos climats tempérés que sous climat tropical humide. Adeline, en Haute-Savoie, nous demande si elle peut planter dans son jardin un théier pour récolter un peu de thé chaque année, voire le transformer à la poêle, comme on le ferait dans un wok en Chine. Est-ce que c'est envisageable? Alors, Haute-Savoie, ça pose quand même aussi la question du froid, pour le coup. Bien sûr. Alors, je dirais qu'il y a 2 critères à prendre en compte. On en a déjà parlé. Il y a la terre, qui doit être acide. Voilà. Type terre de bruyère. Donc, c'est un peu râpé pour certains la coins Haute-Savoie, de la Haute-Savoie. il faut vérifier, suivant l'endroit où elle se trouve. Et puis ensuite, il y a bien sûr la notion de fraîcheur. Même si le théier peut supporter du gel, il ne pousse pas à très haute altitude sous nos climats tempérés, donc il faut voir aussi à quelle altitude elle se trouve. Voilà, donc voilà, c'est fait. Question auquel Lydia Gauthier a répondu. Vous nous faites l'offrande sur le plateau dont on va déguster, chère Lydia, d'un très beau vin blanc dans un verre à vin. Non, je plaisante, ça en a la couleur. Ouais, vous avez fait infuser quel thé? Alors là, on parle d'une autre plantation très intéressante. Ouais, une autre plantation qui est dans les Pyrénées, donc c'est le thé de l'Ariola. Oui. Le producteur s'appelle Lucas Benmoura, c'est un jeune ingénieur agronome qui a lancé sa plantation en 2020. On entend beaucoup parler de lui dans le milieu du thé français. Il fait des choses assez remarquables. Oui, il a vraiment... je dirais comme tous, cette jeune génération de producteurs, il expérimente, il va dans une voie, des fois il a des échecs, il essuie des échecs, et puis ça lui permet d'avancer et de continuer à structurer sa production. Et là, donc, c'est un très beau thé blanc de cette année. J'ai pu avoir quelques thés primeurs qui ont été récoltés entre fin mars et mi-avril de plusieurs producteurs, dont Lucas. Alors racontez-nous ce qu'est un thé blanc, Lydia, parce que là on passe du noir au blanc, si j'ose dire, puisque le thé a ses couleurs et chaque couleur correspond finalement à un process de transformation. Exactement, avec le même théier qui a des feuilles vertes initialement, on peut obtenir du thé blanc, du thé vert, du thé noir, du thé oolong. C'est la manière dont on va travailler la feuille, c'est le rôle notamment du tea maker qui va révéler ses couleurs. Donc le thé noir, on a parlé, c'est complètement oxydé. Le thé blanc, on va le laisser sécher naturellement, il va légèrement s'oxyder. En général, ce sont des thés qui vont avoir des tanins très souples, beaucoup de douceur. En Chine, ils sont considérés comme des thés rafraîchissants, même si on les boit chauds. Ils ont vraiment ce côté dans le yin et le yang, le côté yin qui les caractérise. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Et d'abord, je suis très surpris par la température. Et en fait, c'est très agréable de le boire à cette température-là. Tiède, voire rafraîchi. Froid, pas rafraîchi, mais température ambiante. Oui. C'est un thé chambré, en quelque sorte, qui a des arômes très délicats, floraux, assez subtils. Oui, c'est très ténu. Du coup, je pense qu'il faut se méfier si on décide de manger avec. C'est pas un thé pour le thé, finalement. C'est pas un thé pour l'heure du thé, j'ai envie de dire. C'est plutôt un thé à boire pour le plaisir du thé. Oui, un thé de dégustation. C'est un thé de dégustation pour se désaltérer tout au long de la journée. Après, je pense qu'avec des plats avec des notes assez douces, crémeuses, avec des arômes qui sont pas trop marqués, il peut aller. Et puis on peut aussi, là je l'ai laissé infuser 4 minutes et je l'ai ensuite refroidi, mais on peut aussi le surextraire un peu pour pouvoir l'accorder avec les mets. Pardon. Non, je vous en prie. Vous disiez que c'était un thé de cette année, ça veut dire qu'on peut avoir des millésimes sur le thé ?
Alors on peut avoir des millésimes, sachant que tous les thés ne vieillissent pas bien. Alors le thé blanc en particulier, le thé noir sont des thés qui vont maturer plusieurs années et qui peuvent être très intéressants justement 1 an ou 2 ans après leur récolte. Rappelons que ce thé est issu des terrasses de l'Ariola à Argelès-Gazost. Je ne sais pas si je prononce bien, Gazost oui, ou c'est Gazost, c'est ça, dans le Argelès-Gazost, département des Hautes-Pyrénées, ouais. avec Lucas Benmora à la manœuvre. Ce qu'il y a très intéressant et passionnant dans ce milieu du thé français, qui est tout sauf finalement une filière gadget ou snob, pourraient penser certains auditeurs et auditrices derrière leur poste de radio, c'est que ça correspond en plus à une culture très vertueuse, avec un impact environnemental minimal. Pas d'irrigation ajoutée, sauf au départ peut-être pour faire pousser les théiers. Oui, ils ont besoin d'un peu d'eau, mais ça c'est comme certaines vignes ou certains oliviers. Ensuite, c'est une plante qui se débrouille toute seule, autonome, et qui pourtant peut être quand même assez exposée aux maladies, aux parasites. Alors justement, quand on est dans des écosystèmes d'agriculture raisonnée comme ce que j'ai vu dans la majorité des plantations françaises, il y a des luttes naturelles et on n'a pas besoin de rajouter d'intrants chimiques pour les théiers sont assez forts et on peut si on ne les sursollicite pas en récolte aussi. Ils sont assez forts pour aller se défendre tout seuls. Tout seul. On va déguster. Sur France Inter. Elvira Masson, un livre pour enfants qui a excité votre curiosité. Anaï aime le mercredi. On dit que c'est le jour des enfants. Pour Anaï, c'est le jour de grand-mère. Annie songe à la cuisine de grand-mère, car aujourd'hui est un jour spécial, c'est son anniversaire. Elle a 6 ans, un chiffre porte-bonheur selon grand-mère. À la sortie, les amies d'Anaï sont curieuses. « Tu penses que tu auras combien de cadeaux ? Et tu mangeras un gâteau au chocolat ?» La première question que grand-mère pose est toujours « Est-ce que tu as faim ?» Elle lui a apporté quelque chose à grignoter. Des camarades semblent mener l'enquête. « C'est quoi ? Ça a l'air un peu bizarre. Mais ta grand-mère, elle parle quelle langue ? Elle fait pas de vrais bisous ?» Ces questions-là sont vite oubliées quand la petite Anaï découvre le festin que sa grand-mère lui a préparé. Des œufs pour célébrer le jour de sa naissance, des nouilles pour vivre longtemps, des pêches pour garder la santé. Ces questions-là sont celles qui ont aussi émaillé l'enfance de Grassley, car c'est beaucoup elle, la petite Anaï, personnage principal de ce merveilleux et très émouvant livre pour enfants. Est-ce que tu as faim ? Une recette d'amour, écrit par Grassley donc, et illustré par la talentueuse illustratrice franco-vietnamienne Mélodie Ung, à qui on doit notamment un superbe livre sur la cuisine vietnamienne illustrée. Ce livre est publié par une maison d'édition indépendante qui s'appelle On ne compte pas pour du beurre et qui est spécialisée dans les livres jeunesse engagés qui proposent des représentations plus inclusives de toutes les formes de diversité et de différence. Journaliste et autrice, Grassley est la co-animatrice avec Rokhaya Diallo du podcast Kif Taras. Elle a écrit un roman autobiographique il y a quelques années qui s'appelle Jeune fille modèle. Et moi, je l'avais découverte quand elle écrivait beaucoup sur la cuisine. Elle a été chroniqueuse culinaire. Elle tenait un blog qui s'appelait La Petite Banane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, François-Régis. Absolument. Son sujet principal, c'est celui de la place et de la visibilité des personnes racisées en France, en particulier des personnes d'origine asiatique. Fille de parents sino-cambodgiens arrivés en France dans les années 70, après avoir fui le régime des Khmers rouges au Cambodge, elle livre avec ce « Est-ce que tu as faim ?» un récit très personnel, puisque quand elle était petite fille, sa grand-mère chinoise en France s'exprimait et exprimait ses sentiments par la cuisine. Comme la grand-mère d'Anaï, la relation est faite de transmission, de générosité, de gourmandise, de bao char siu, de ravioli, plus que de mots. Quand elle a eu des enfants, Grassley a cherché des livres jeunesse pour ouvrir leur imagination, les faire rêver, mais aussi refléter leur quotidien, les représenter. Alors, elle a trouvé beaucoup de livres représentant des enfants asiatiques dans des rizières ou allant au temple, ce qui n'était pas du tout le contexte de vie de ses enfants. Elle a donc écrit ce livre pour qu'ils puissent se voir, s'identifier, parce que ça donne de la force de voir qu'on existe dans un livre. C'est bon pour la construction de soi, l'estime de soi, et de savoir que c'est une chance d'avoir une autre culture, que ça ne devrait pas être une source de moquerie, donc de gêne, voire de honte. Un petit livre pour enfants, certes, mais porteur de grands sujets, la transmission entre générations, le monde des enfants, la différence et la magie de la cuisine. Grand-mère confie à Anaï que la cuisine est la langue la plus parlée sur Terre. Il suffit d'une recette pour voyager au-delà des frontières. Un jour, Anaï ira voir le pays d'où vient grand-mère. En attendant, elle se délecte de ses saveurs. Au fond, cet endroit n'est pas si lointain, car grand-mère l'y conduit chaque mercredi à sa manière. Ce mercredi-là, pour son anniversaire, elle lui a préparé, comme la grand-mère de Grassley le faisait pour elle avant, une recette d'œufs marbrés au thé
et au soja. C'est une recette que vous évoquiez, Jean, tout à l'heure dans votre chronique. Comme on les mange en Chine, comme on les mange à Hong Kong, comme on les mange à Taïwan, et sous une forme un peu différente en Indonésie. En Chine, on les vend dans la rue, on les prépare à la maison, on les mange comme un encas ou pour le petit déjeuner. À Taïwan, la chaîne de supérettes 7-Eleven en vend plus de 40 millions par an de ces œufs marbrés au thé. Pendant que je vous parle, Jean, est-ce que vous voulez bien faire un loisir créatif ? Ah bah c'est pratiquement fait, non ? Il a tout écalé. J'ai écalé les œufs. Oui, parce qu'on a faim là. Casser et écaler les œufs que vous avez devant vous. Alors ces œufs ont d'abord été cuits entre mollet et dur. C'est-à-dire 5-6 minutes ? Enfin non, 6-7. plutôt 7-8 minutes, ouais. Mhm. Puis la coquille a été craquelée avec le dos de la cuillère. Alors craquelée, pas cassée complètement, elle est craquelée pour être fendillée Oui. et mise à tremper dans une marinade chaude faite de thé noir, de sauce soja, de cannelle, de poivre, un peu de badiane, de sucre. On écale et ça donne ces œufs avec Alors, des dessins, et comme qui des portent marbrures. Vraiment bien leur nom, parce Ouais. que Oui. il s'agit. Je vous entends, parce que je sens que vous avez très faim, Lydia. Je Merci. m'éloigne de mon micro, évidemment. Des marbrures beige, brunes, c'est délicatement parfumé. On croque ça comme ça. Alors attention, s'ils sont encore mollets, ça va couler un peu. Ou on C'est les parfait. mange, c'est bien. On le C'est regarde. parfait. Ou on les mange sur un riz tiède vinaigré. J'ai fait un riz rond vinaigré avec vinaigre de riz, des pickles de concombre. Et j'ai mis un petit peu de la marinade sur le riz. J'ai mis des pointes d'asperges, bref. Attendez, On fait un peu en ce plus- qu'on veut. En plus, c'est un riz japonais. C'est un riz japonais. Et il y a un petit peu de furikake, ce mélange d'algues, sésame. C'est pas mal pour le petit-déj, ça, non ? C'est magnifique, Pour on le les voit goûter. d'ailleurs. Ces jolis œufs avec leurs marbrures, leurs zébrures, comme ça, qui sont apportés en fait par les tanins du thé C'est ça, et par la sauce absolument. soja, Ouais, ouais. dans ces très beaux dessins De Mélanie poétiques, Hung. avec des couleurs Super pastel. joli C'est livre. un magnifique Ah oui, oui. petit bouquin dont on recommande la lecture. 15 €. Vous nous rappelez la maison d'édition, chère Elvira ? On ne compte pas pour du beurre. Bravo. Est-ce que tu as faim ? Une recette d'amour de Grassley et Mélodie Hung. C'est vraiment chouette. Vous les connaissiez évidemment, vous qui avez beaucoup voyagé en Asie. Oui, bien sûr, Lydia, en particulier en c'était Chine. Ça fait partie de la cuisine de la rue qu'on retrouve C'est ça. en Chine, Ouais. dans plein de provinces chinoises. Très intéressant avec un jaune crémeux Et c'est un irrésistible. bon loisir créatif pour les activités du dimanche après-midi avec les enfants. J'imagine que la recette figure sur franceinter.fr à la page. Évidemment. Et votre thé de Corrèze, bien français celui-ci, pourrait s'accorder avec la dégustation de ces thés Oui. marbrés, de ces œufs marbrés, Lydia Gauthier. Oui, vous avez goûté ? Je vous l'ai Alors, servi. Avant qu'elle nous raconte l'aventure de Cette son thé. couleur, Il est doré. Il est jaune doré, ouais. oui. Ouais. C'est mon premier Doré thé ambré. noir. J'avais jamais processé de thé noir. Génial. Mais là aussi, beaucoup d'onctuosité. Oui, Très peu d'astringence, vous savez, ces petits tanins qui souvent accrochent un peu les papilles. Là, on est dans quelque chose de très glissant, de très soyeux. beaucoup de rondeur, de la fraîcheur aussi. Ça vient du fait qu'il a été récolté au printemps, fin avril. Donc on a cette fraîcheur en fond qui est un peu atypique pour un thé noir où on s'attend plutôt à avoir quelque chose de tannique, d'assez lourd et corsé. mais du fruit aussi, une vraie rondeur. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a pris, Lydia Gauthier ? Alors effectivement, je suis une productrice débutante, mais même si je travaille dans le thé depuis toujours, j'ai fait toute ma carrière dans le thé, et en tant qu'agronome, je dirais que j'ai vite été gagnée par l'envie d'un retour à la terre. Donc j'ai planté mes premiers théiers dans la ferme familiale en 2016. Dans une ferme qui est en Corrèze, donc sur les contreforts du Massif central. Donc dans un sol plutôt acide ouais. et adapté à la culture de thé. Et argileux, donc Oui. avec une ressource hydrique importante. Combien de plants ? Oh, pour l'instant, c'est tout petit, c'est anecdotique. J'en ai une dizaine. Mais alors il faut s'en occuper quand même parce que vous êtes déjà très occupée comme sommelière du thé, comme commerçante de thé aussi. Alors, ceux qui datent de la première, du premier test en 2016 sont tout à fait autonomes maintenant, puisqu'ils ont bien plus de 6 ans. Et par contre, ce qui est important, comme je le disais, d'avoir ces 3 premières années d'implantation du thé. J'ai effectivement essuyé un petit échec avec la canicule de 2022, puisque j'avais planté des thés au printemps 2022. Et ils n'ont malheureusement pour les 2/3 pas résisté à ce stress hydrique, parce que je voulais absolument pas les arroser. Il y a beaucoup de réactions d'auditeurs, décidément, et d'auditrices qui nous demandent ce que coûtent des thés français. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, la main-d'œuvre, c'est pas la même en termes de coût. Il y a également le rendement à cause du climat qui fait que on récolte moins de feuilles vertes sur le plan d'un théier. Oui, on est autour de 1 000 € le kilo, ce qui fait, si on ramène ça à une théière individuelle, à peu près 10 € la théière. Ce qui reste dans l'absolu abordable quand on veut se faire plaisir de temps en temps, comme un grand vin. Et c'est en plus, je pense qu'avec une structuration et un développement de cette filière, on va
pouvoir dans le futur baisser un peu les prix au kilo. Parce que là, on est encore sur quelque chose de très artisanal, manuel. Autre question d'auditeur, on a parlé de thé noir et de thé blanc. Oui. Est-ce qu'on fait aussi du thé vert en France? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, et on fait même du thé oolong en France. Alors, définition, thé vert d'abord et thé oolong ensuite. Et thé oolong ensuite. Alors, le thé vert, c'est un thé qui n'est pas du tout oxydé, donc on garde vraiment la fraîcheur et la couleur qu'on a initialement sur le théier. Et accessoirement, c'est nutriments. Et c'est nutriments aussi. Et on va chauffer la feuille. On fait ce qu'on appelle une fixation pour empêcher l'oxydation de la feuille et que la feuille brunisse. Et le thé oolong, et est-ce qu'on en fait du thé vert alors? Question en France. On en fait, produit. bien sûr. Lucas Benmoura dans les Pyrénées en fait. Il y a un autre producteur qui est dans le Pays Basque, Miquel Esclamadon, qui a créé son jardin qui s'appelle Ilgora, qui fait du thé vert et du thé noir. On a Émiloté aussi en Bretagne, bien sûr Filleul d'Effet, qui fait les différentes couleurs que je n'ai pas eu la chance de goûter. Il y en avait plus. Il y en avait plus. C'était encore des productions confidentielles. Ouais. Ils n'avaient pas encore commencé à récolter cette année. Et le thé oolong, c'est vrai que c'est un thé tout à fait emblématique. Alors là, on est encore sur un autre process de transformation. On est sur un process qui est assez complexe et on est à mi-chemin entre un thé vert et un thé noir. On appelle ça les thés semi-oxydés. On est entre les deux. On est entre les deux. Et là, ça demande vraiment une expertise très pointue du tea maker. Et en France, on a la chance d'avoir un jeune passionné, Jacques Hubert, des Roches de Lélé, qui a commencé à processer du oolong sur le matériau de Filleul d'Effet. Donc, il a utilisé les feuilles fraîches de Filleul d'Effet et qui fait des très beaux oolong avec cette puissance aromatique et cette fragrance qui est caractéristique de cette famille. Certains auditeurs et auditrices nous précisent aussi que la théiculture tricolore peut contribuer, loin d'être un gadget donc, à la redynamisation de certains territoires. C'est vrai que c'est de l'agrotourisme à la clé, c'est un levier économique, ça peut être des emplois, et c'est aussi un point fort gastronomique et écologique, notamment pour ces grandes tables étoilées qui veulent servir du thé à leurs clients, qui vient pas forcément du bout du monde, mais qui provient d'un circuit court. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Alors, je dirais qu'il y a effectivement les deux volets. Il y a l'agrotourisme qui est d'ailleurs très développé par les producteurs, parce qu'ils proposent des festivals du thé, des ateliers. On peut même venir récolter son thé soi-même et le transformer soi-même. Donc, c'est des véritables lieux d'échange. Et puis, bien sûr, la dimension gastronomique. Enfin, le thé arrive comme un vrai produit gastronomique sur nos tables. Et pour citer quelques tables qui ont référencé les thés français, des Milotés notamment, à l'Espadon du Ritz, oui, au grand restaurant de Jean-François Piège. Très intéressant. Et Lydia Gauthier, vous nous avez spécialement concocté une sélection de thés français qu'on peut retrouver sur le site de notre émission, puisque vous êtes aussi sommelière du thé. C'est vraiment passionnant de vous entendre parler de thé en général et de thé français en particulier. Un grand merci pour votre visite, chère Lydia. Merci, et merci aux producteurs et pour très beau nous travail. avoir approvisionnés en thé fraîchement récolté. Merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, une émission entièrement consacrée à un plat populaire qui fait des ravages en France et dans le monde entier. Si je vous dis nouilles, bouillon, Japon, c'est le ramen, et on va dévoiler un palmarès de nos meilleures adresses en France que nous avons testées et retestées. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,